Et j'analyse les plus récents développements de cette commission avec l'ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Bonsoir, M. Bourdois. Bonsoir. On vient de l'entendre, un des leaders d'un groupe québécois dire qu'il n'y avait pas le contrôle sur tous ses membres. Bon, il semble que certains manifestaient pour demander la fin des mesures sanitaires, d'autres demandaient plutôt la chute du gouvernement Trudeau. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument que les organisateurs ne sont pas responsables des éléments les plus extrémistes? Ben, il est certain que dans des situations aussi volatiles que l'était l'occupation au mois de février cette année, les organisateurs comme tels, les coordinateurs, avaient énormément de difficultés puisqu'il y avait beaucoup de joueurs qui se joignaient au groupe à travers les médias sociaux et croyaient d'emblée que puisque les médias sociaux étaient impliqués, qu'eux-mêmes faisaient partie de ce groupe-là, mais les coordinateurs comme tels ont reconnu à travers leurs différents témoignages aujourd'hui, qu'ils avaient perdu ni plus ni moins le contrôle de certains éléments beaucoup plus radicaux de ce groupe-là. Oui. En contre-interrogatoire, un des organisateurs du convoi, Chris Barber, a aussi affirmé que son convoi à Ottawa ne s'était jamais coordonné avec les manifestants qui bloquaient les postes frontaliers, notamment du côté de Windsor, par exemple. Mais l'ex-chef de police d'Ottawa, Peter Slowly, a dit le contraire et que c'est pour ça qu'il y avait une menace à la sécurité nationale. À la lumière de ce que vous avez entendu de votre côté, est-ce que ce témoignage, ça vient remettre en question la défense de Peter Slowly? Pas du tout. En fait, si on se rappelle bien, lorsque le blocage est arrivé au pont de Windsor et aussi à Coutts en Alberta, c'était des manifestations qui étaient en lien avec les causes véhiculées par l'occupation d'Ottawa, mais qui étaient complètement séparées avec des groupes qui opéraient de façon absolument pas reliée avec les groupes qui opéraient à Ottawa. On n'a qu'à se rappeler, par exemple, qu'à Coutts, en Alberta, la GRC avait appréhendé 6 individus, avait saisi un nombre important d'armes à feu, puisqu'on parlait de violence imminente. Donc, il est certain que la dynamique était complètement différente de ce qui se déroulait avec l'occupation beaucoup plus pacifique qui se déroulait à Ottawa et aussi au pont de Windsor. Toujours sur le témoignage de l'ancien chef de police, Peter Slowly, qui s'est terminé hier, son contre-interrogatoire a mis en lumière les divisions durant la crise entre lui, entre ses adjoints, notamment Patricia Ferguson et Stephen Bell, mais aussi avec les agents de liaison sur le terrain. À quel point ces tensions-là, ça explique les problèmes de la police d'Ottawa pendant l'occupation de la ville, selon vous? Jusqu'à une certaine mesure, ça explique énormément, ça met en contexte la dynamique des agents de liaison, leur rôle crucial, parce que M. Barber, aujourd'hui, a expliqué que lui, son point de contact était justement ces agents de liaison-là. Mais par contre, le directeur Slowly a clairement indiqué, et les adjoints au directeur ont indiqué aussi qu'ils croyaient plus ou moins aux résultats escomptés par ces agents de liaison-là. Donc, il y avait une espèce de mésentente au sujet du rôle des agents de liaison, l'importance que le directeur et les directeurs adjoints accordaient à ces agents de liaison-là. Et il y avait aussi à l'interne certaines divisions au niveau du service de police de la Ville d'Ottawa. Oui, parce que l'une des raisons de ces tensions à la police, selon les témoignages des policiers, c'est le recours à la firme Navigator qui a coûté, on apprend, plus de 185 000 $ aux contribuables. On en a parlé ensemble la semaine dernière, mais là, quand même, on n'a plus de détails cette semaine. Selon ce qui a été révélé, un consultant de Navigator est allé jusqu'à proposer que la police d'Ottawa utilise de l'équipement anti-émeute pour montrer qu'elle faisait quelque chose, parce que M. Slowly, apparemment, leur avait demandé, Slowly, je devrais dire, leur avait demandé ce qu'il pouvait faire de plus. Est-ce que l'ancien chef de police, Peter Slowly, a manqué de jugement dans ce dossier-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, je vais vous dire une chose. En 45 ans de travail au niveau de la sécurité publique, les policiers, entre eux, se comprennent. Il y a un langage, il y a de la dynamique. Évidemment, quelquefois, il y a mésentente. Mais on parle de policiers, entre policiers, du travail policier. Lorsqu'on a une firme complètement indépendante de stratèges en communication qui viennent s'immiscer à l'intérieur des plans opérationnels d'un corps policier, il est certain qu'il y a une division énorme et on n'a qu'à penser que le directeur Slowly, qui
tentait de défendre l'utilisation de Navigator la semaine dernière lors de son témoignage. Il est évident que du moment où il a quitté ses fonctions à la mi-février, la journée suivante, le directeur par intérim a mis fin au service de Navigator, ce qui indique, à mon avis, à moi, clairement, cette division-là à l'intérieur du corps de police de la ville d'Ottawa et l'utilisation de communication stratégique comme Navigator. Oui, donc c'était très contesté, comme vous dites. Je veux revenir avec vous sur les messages textes qui ont été envoyés l'hiver dernier par la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, qui ont aussi été présentés au juge Rouleau au début de la semaine. Ces messages de Brenda Lucki, on apprend que ça suggère en fait que le gouvernement fédéral va demander un soutien rétroactif aux policiers pour justifier l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. À quel point c'est embarrassant, ça, pour la GRC et le gouvernement fédéral également? Écoutez, madame, on parle d'opérations qui se déroulent de façon concrète au mois de février et je trouve aberrant que la commissaire, par exemple, demande au ministre de façon rétroactive à reculer dans le temps lorsque l'événement se déroule. Donc, j'appelle ça le lien très flexible entre le rôle de la police et les opérations policières et les politiques du gouvernement en place. Donc, ce lien-là, quelquefois, opère dans une zone grise qui soulève le questionnement en relation avec la distance que doivent avoir les opérations policières avec tout le volet politique. Ouais. Il y a aussi d'autres messages textes qui ont été présentés devant la commission, qui ont mis en lumière la stratégie de communication, en fait, du gouvernement avant l'arrivée du convoi à Ottawa. Des messages notamment de l'attaché de presse du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui indique un plan pour accorder des entrevues aux médias sur les émeutes, les éléments, je devrais dire, les plus extrêmes du convoi. Qu'est-ce que cette stratégie du gouvernement, ça vous révèle? Ça révèle? En fait, c'est tout le volet politique qui entourait l'arrivée imminente des camionneurs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fait que du côté politique, on fait une planification pour une communication, alors que du côté du service de police de la ville d'Ottawa, selon le témoignage du directeur Slowly, il semblait qu'il ne percevait pas cette imminente arrivée de camionneurs comme une menace importante. Donc, il y a quand même, si je regarde purement le côté opérationnel, il y a quand même un fossé important entre ce qui était perçu par les politiciens et ce qui était perçu par le directeur de police de la ville d'Ottawa en ce qui a trait à la menace imminente de l'arrivée de ces camionneurs-là. Oui, visiblement, on ne s'entendait pas là-dessus. Pierre-Yves Bourdois, ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, je vous remercie beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.